Donc je ne sais pas, j'imagine qu'il y a certains dans la salle qui connaissaient déjà Origin Green. La vidéo peut-être vous a donné un peu plus d'informations. Et maintenant, en un peu moins de 20 minutes, l'objectif c'est de vous détailler un peu plus d'informations sur la démarche. En fait, Jean-Paul m'a donné un brief. Oups, j'ai avancé trop vite. Ça y est. Il faut pointer par où pour revenir, voilà. Avec plein de questions, donc je ne sais pas si je vais répondre à toutes les questions pendant la présentation, mais peut-être après autour de table ronde ou ce midi, je vais essayer de répondre. Mais en grande ligne, je vais essayer de vous expliquer pourquoi l'Irlande et Bord Bia a créé cette démarche qui s'appelle Origin Green, comment on l'a fait, et aujourd'hui, quels résultats plus ou moins ça apporte et sous quelle forme. Et ensuite, essayer de partager lors de la table ronde les idées d'inspiration qu'on pourrait partager avec vous. Je voulais surtout souligner au départ, parce qu'il y a eu quelques réflexions ce matin, je ne suis surtout pas ici pour dire que ce que l'Irlande fait est mieux que tout le monde. Les Irlandais en général, et Azilis va peut-être vous expliquer tout à l'heure aussi, sont des gens très modestes, comme les Bretons, je crois, mais aussi très chauvins. Donc c'est une contradiction. Il n'y a pas que la France qui a des contradictions. Donc voilà, je vais essayer de vous expliquer ce qu'on fait, mais nous aussi, on a plein de points de progrès et de développement, et on n'a pas encore tout réussi, donc voilà. Pour commencer, du coup, parce qu'en Irlande, et j'ai vu dans votre démarche aussi, c'est très important de connaître les gens, donc d'abord je vais me présenter, donc Noreen Lanigan, la fille, la petite fille, l'arrière-petite fille, de plusieurs familles et plusieurs générations d'agriculteurs, et surtout d'éleveurs laitiers dans la région de Tipperary, dans le sud d'Irlande, qui est le bassin laitier d'Irlande. Donc, petite fille qui, très jeune, ne voulait pas travailler dans l'agriculture, comme peut-être vous avez ces expériences ici aussi, et qui a voulu apprendre le français et l'allemand pour quitter sa région. La vie a fait que, voilà, les langues m'ont ramenée aussi dans l'agriculture. Donc aujourd'hui, par mon travail pour Bord Bia, mais aussi un engagement personnel, je suis très passionnée par la vie du monde agricole, et j'oublie pas mes racines et l'héritage de mes parents et mes grands-parents. Donc voilà en petite introduction. Donc en Irlande, on dit je suis une servante publique. Donc je ne suis pas fonctionnaire, mais je travaille pour un organisme public en Irlande qui s'appelle Bord Bia, qui dépend du ministère de l'Agriculture. Il n'y a pas vraiment d'équivalent en France. En fait, c'est une combinaison de plein d'acteurs équivalents en France, comme Business France, comme la Sofexa, comme un peu ce que les interprofessions font aussi. On est une toute petite structure. Disons, on va être bientôt 130 personnes sur 15 pays. Mais pour, on va dire, pour l'énergie et la portée de notre message, on reste un petit organisme. J'ai affiché notre mission officielle que nous, on appelle notre purpose, ou plutôt notre raison d'être que notre mission. Elle est très, très longue, la version officielle en anglais, mais une chose que je voulais rajouter par rapport à ce qui est marqué sur l'écran, qu'on met dans la version anglaise, c'est la fierté. C'est très important pour nous que tout ce qu'on fait, ça montre notre fierté, mais aussi la fierté de nos producteurs, aussi bien au niveau de l'élevage qu'au niveau de la transformation dans nos produits. Donc voilà, je vais passer rapidement, mais c'est juste pour vous donner une idée de notre infrastructure. On vient de rajouter un bureau à Lagos en Nigeria, qui n'est pas encore sur ma carte. Aujourd'hui, nos 7 bureaux en Europe et notre bureau à New York reportent à moi, mais dans le passé, j'ai travaillé aussi dans nos autres bureaux européens. Donc, l'Irlande est un tout petit pays en Europe, avec une population un peu plus grande que la Bretagne, donc avec 4,5 millions d'Irlandais qui sont restés en Irlande et beaucoup plus d'Irlandais à l'étranger. Ce petit pays exporte tous les ans 12 milliards d'euros de produits agroalimentaires.
Et sur beaucoup de secteurs, on exporte la grande majorité de ce qu'on produit. Par exemple, en produits laitiers, en produits carnés, on exporte plus de 90% de notre production. Donc on est très axé et très porté sur l'export. On exporte vers environ 180 pays au monde. Et on est fiers de dire que, depuis la récession, parce qu'en Irlande, on parle beaucoup de la récession de 2008 et 2009 et l'impact que ça a eu sur notre économie, depuis 9 ans, les exportations agroalimentaires n'ont pas arrêté d'augmenter tous les ans depuis 9 ans en volume. Et le secteur a créé plus de 10 000 emplois depuis 2010. Donc, j'expliquais à Hervé sur le chemin depuis Rennes ce matin que pendant le boom économique en Irlande, c'était pas très attractif de travailler dans l'agro, ni au niveau de la ferme, ni en industrie. Et suite à la récession, nous et d'autres acteurs publics en Irlande ont essayé de changer les choses et de valoriser le métier pour que toutes ces personnes qui se sont retrouvées au chômage en Irlande suite à la récession apportent leurs atouts et leurs compétences vers le secteur agroalimentaire et changent un peu l'image de ce secteur. En Irlande, si vous le connaissez, presque la moitié de la population travaille à Dublin, donc on a un vrai exode rural en termes de jeunes qui veulent monter à la capitale pour travailler, et du coup il fallait les attirer dans les provinces parce que aussi bien les fermes bien sûr, mais aussi les sites de production agricole sont plutôt en province en Irlande, comme en France. Donc ça c'était un petit background rapide. Même si je ne suis pas très rapide, je sais. Donc, pour vous expliquer ce qu'on fait sur Origin Green, je vais essayer d'avancer. Donc, Origin Green est une démarche B2B. Donc, vous allez voir nulle part, même pas en Irlande, des étiquettes Origin Green sur les emballages de produits. Ce n'est pas notre vocation. Plein de gens nous le réclament, mais ce n'est pas ce qu'on va faire pour plein de raisons que j'évoquerai ce midi peut-être. On est encore le seul pays au monde qui a une démarche nationale qui traverse tous les secteurs de production agroalimentaire et qui a une accréditation indépendante. Donc on l'a lancé en 2012. J'ai vu qu'on est tous nés en même temps. Donc voilà, on a ça en commun. Ce slide, c'est un peu pour expliquer ou contredire les choses que les gens pensent sur Origin Green quand ils ont déjà vu un peu nos pubs. Donc Origin Green, c'est pas que de la com. En fait, c'est plutôt une démarche de big data et ensuite de la com. Mais la com plutôt B2B vers les clients d'Irlande, donc soit les industriels, même dans la région de la Bretagne, qui achètent des ingrédients, ou des grandes enseignes ou enseignes de restauration à l'international. Donc nous, ce qui nous apportait, c'était de récolter ce data, ou collecter tous ces points de data, soit à la ferme ou sur les sites de production, et ensuite faire travailler cette data pour que ça prouve les messages ou les claims qu'on voulait faire dans nos campagnes de communication. Parce que Board BIA est un organisme surtout de communication, donc ça faisait très longtemps qu'on disait l'île émeraude, l'Irlande est vert, nature, etc. Ça marchait plutôt bien, on a fait beaucoup d'études, comme vous le faites aussi. Mais en 2007, 2007-2008, juste au moment de la crise, on a fait des études aussi pour essayer de se projeter dans l'avenir et se dire c'est bien, voilà, tout le monde a plutôt une bonne image d'Irlande et les produits agro maintenant, mais qu'est-ce que ça pourrait être dans l'avenir et qu'est-ce qu'on pourrait nous demander dans l'avenir? Donc ces études nous ont expliqué qu'on allait surtout nous demander de prouver pourquoi l'Irlande est vert, etc. Et qu'est-ce que, and so what, qu'est-ce que ça nous apporte. Et du coup, on est parti sur une démarche plutôt big data à récolter des informations pour ensuite nourrir notre communication. Donc après,
la grande axe qui est ressortie aussi de cette étude, c'était qu'à l'avenir, les clients d'Irlande allaient réclamer des garanties au niveau de développement durable. Et celle qu'on cite souvent et qui est aussi sûrement un client des producteurs bretons aussi, et Unilever, qui en 2010 avait dit que d'ici 2016, ils allaient demander à leurs fournisseurs que tous les ingrédients qu'ils achetaient partout au monde, il fallait que ça provienne d'une source avec une accréditation durable. Et du coup, voilà, il n'y avait pas qu'Unilever, mais c'est une que j'aime bien citer parce que depuis qu'on a lancé la démarche Origin Green, ils ont accrédité la démarche Origin Green et du coup, tous les adhérents de la démarche Origin Green peuvent être fournisseurs chez Unilever. Après, pareil, les discussions ce matin, le développement durable, ce n'est pas le seul critère d'achat. Donc, il faut toujours aussi être compétitif sur le prix, etc., et apporter l'innovation. Mais vu que certains grands clients, aujourd'hui, mettent en avant ce critère, notre charte et notre programme fournit à notre industrie la possibilité d'avoir accès à ces contrats-là. Donc, voilà. Je vais essayer d'avancer plus vite. Une autre... malcompréhension où les gens pensent souvent quand je commence à parler d'Origin Green, c'est une démarche bio et que l'Irlande va devenir à 100% bio. C'est pas le cas. Il y a du bio dans la démarche, il y a du conventionnel aussi. C'est pas le sujet. C'est une démarche, c'est une collaboration publique et privée sur toute la chaîne d'approvisionnement. Donc c'est pas l'État qui décide et qui a inventé cette notion ou cette charte et qui l'impose sur l'industrie. C'est l'industrie, en fait, qu'on a consulté et qui l'ont créé avec nous. Et on l'a monté et testé, l'industrie et les producteurs, on l'a monté et testé avec 8 sociétés pionniers qui nous ont aidés dans le montage au début. C'est un programme avec une adhésion volontaire, mais moi je dis toujours volontaire dans la traduction irlandaise du mot, parce que quand on est un tout petit pays et qu'on est obligé d'exporter environ 90% de sa production, le mot volontaire n'a pas vraiment le même sens parce que du coup nos transformateurs et nos agriculteurs sont obligés d'écouter les marchés internationaux et de répondre aux demandes futures de ce marché. Et du coup, c'est pour ça que même si c'est volontaire, on a une adhésion très importante que je vais vous évoquer tout à l'heure. Donc, pourquoi je suis venue aujourd'hui? C'est parce que c'est une démarche ouverte et très concurrentielle. Donc, je ne suis pas là pour dire, comme je disais tout à l'heure, que l'Irlande est mieux que la Bretagne. C'est le sujet du développement durable et l'effort qu'on a tous à faire en termes environnementaux, sociétal, etc., n'est pas propre à l'Irlande. L'Irlande a pris sur certains sujets un peu d'avance, comme la Bretagne a aussi pris de l'avance. Et autant que garder ce qu'on a pris pour nous-mêmes, on préfère le partager parce que voilà, les délais sont courts sur ce sujet. Donc, tout ça pour dire que l'objectif final, si on y arrive un jour, parce que nous, on dit que le développement durable n'est pas une destination, c'est un trajet ou une trajectoire. Donc, on est en constant mouvement et en constante évolution. Mais le but final, c'est de protéger et valoriser notre capital et notre héritage rural, tout en étant ambitieux et en produisant plus, mais en respectant et en réduisant notre impact environnemental et en augmentant notre impact sociétal. Voilà. Donc, rapidement, c'était juste pour vous dire, avant de commencer la démarche, on a fait un peu ce qu'on appelle dans les études de marché un T0 pour savoir où on en était avant de commencer. Donc, en
en se sortant un peu la poitrine et en étant fiers, on s'est dit on avait déjà des choses bien. Donc voilà, on avait déjà un élevage extensif à base d'herbe avec 80% de nos terres agricoles en pâturage. Déjà un système de traçabilité très avancé, etc. Peu ou pas de stress hydrique, mais quand je dis ça en Irlande, les gens rigolent en général parce que le stress hydrique est plutôt un peu comme en Bretagne, il y a trop d'eau des fois. Mais quand on parle de développement durable, on parle plutôt de la manque d'eau et de l'utilisation d'eau dans l'agriculture. Une qualité d'air plutôt très correcte, une tradition agricole et une empreinte carbone déjà très basse. Donc, avant de commencer, donc en 2010, il y a l'Union européenne qui avait sorti une étude qui comparait les pays en Europe par rapport à leur production laitière et leur production de viande bovine. Et sur les produits laitiers, l'Irlande était le pays avec l'empreinte la plus basse. Et on était dans le top 5 sur le bœuf. L'autre spécificité, la dernière spécificité avec laquelle on a commencé, l'Irlande et la France, on en a lancé une depuis, mais avant, on était un des seuls pays en Europe où le ministère avait une stratégie écrite sur l'ambition du secteur agricole, l'ambition croissante du secteur agricole. Donc nous, notre ministère, tous les 5 ans, réécrivent une stratégie sur 10 ans. Donc l'actuelle s'appelle Foodwise 2025. Et du coup, ce que nous faisons découle, on va dire, ou déroule de la stratégie du ministère. Donc tout ça, on ne l'a pas mis en place tout seul. Un peu la différence par rapport à la France, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs publics ou interprofessionnels dans le monde agricole, nous, on a déjà centralisé ce rôle. Mais on ne travaille pas seul, on travaille en lien avec plein d'autres structures, soit publiques, soit interprofessionnelles, sur le sujet du développement durable, sur le recyclage, sur l'éducation avec les universités, etc., sur la recherche avec Teagasc, l'équivalent de INRA, etc. On travaille aussi avec des partenaires internationaux. Et voilà, on échange pour apprendre des autres et voir où ça bouge et ce que l'avenir... je ne trouve pas mes mots en français, mais ce qui nous attend à l'avenir. Donc, je crois que la partie qui va vous intéresser la plus, c'est la partie à la ferme, donc je vais rester un peu plus de temps là-dessus. Mais comme j'ai expliqué tout à l'heure, notre charte couvre toute la chaîne de production, donc aussi bien la ferme que les sites de transformation, que chez les enseignes et les chaînes de restauration, mais uniquement en Irlande, pour l'instant en tout cas. Donc à la ferme, aujourd'hui, nous avons 51 000 élevages ou exploitations qui sont agréés par la démarche. Donc, on l'a lancé en 2012. Vous vous demandez comment on a fait pour avoir 51 000 élevages en moins de 7 ans. C'est parce qu'en fait, on s'est basé sur nos acquis déjà. Donc, on avait déjà, depuis 20 ans, des chartes assurance qualité déjà en place. Et on allait déjà tous les 18 mois chez chaque éleveur dans nos démarches assurance qualité. Donc, on a une centaine d'auditeurs qui font 650 audits toutes les semaines. Donc, en Irlande, dans les démarches de qualité que Bord Bia a gérées, historiquement, tous les adhérents étaient audités tous les 18 mois. Ce n'était pas des fermes échantillons, c'était systématiquement chaque élevage. Et du coup, on s'est greffé sur les audits qu'on avait déjà en place pour ajouter des critères de développement durable. Et du coup, on a pu avoir cette montée en puissance aussi rapidement. Donc voilà, sur la droite, vous voyez un peu, mais juste en grande ligne, les critères qu'on regarde à la ferme. Les audits à la ferme ont une accréditation ISO 17065 de 2012.
je vais avancer. Je ne sais pas si vous voyez ça de loin, mais c'était pour vous donner une idée en haut des critères de développement durable qu'on a rajoutés. C'est la version marketing, on va dire, des critères, mais on va regarder par exemple la saison d'herbage et le temps que les animaux passent sur l'herbe et en étable parce que dans notre audit développement durable, on va aussi faire le bilan carbone et calculer l'empreinte carbone de chaque ferme. Donc, on a déjà fait le calcul carbone de 221 000 fermes en Irlande, mais enfin, on a fait 221 000 empreintes carbone parce qu'on est déjà allé plusieurs fois chez plusieurs éleveurs depuis 2012. Donc on va récolter les infos sur à quelle date ils ont sorti les bêtes. Cette année, par exemple, ils sont sortis beaucoup plus tôt que l'année dernière parce qu'on a eu un hiver assez doux. Ensuite, on va mesurer et enregistrer ce qu'ils utilisent comme fertilisant, le volume, etc. Ce qu'ils utilisent comme intrant aussi, s'ils donnent des céréales, etc. Comment ils gèrent les pendages, etc. D'autres critères sur les tables, sur l'utilisation des pesticides, etc. Sur leur utilisation d'eau, d'énergie, etc. Tout ça pour dire que voilà, toutes ces mesures-là, on ne les regardait pas avant et on les regarde maintenant pour deux raisons principales. D'abord, d'un point de vue environnemental, parce qu'en réduisant un certain nombre de ces critères et en augmentant d'autres, on peut réduire son impact environnemental et pas juste son impact carbone. Mais pour les éleveurs aussi, ils peuvent aussi augmenter leur marge. Et c'est ça le discours qu'on a avec les éleveurs. Et on a un outil qui s'appelle le Carbon Navigator qu'on met à disposition des agriculteurs. Aujourd'hui, c'est volontaire, c'est pas encore obligatoire qu'ils doivent l'utiliser, mais c'est un logiciel qu'ils peuvent utiliser sur leur téléphone ou sur un site internet pour voir par rapport à leur empreinte carbone et par rapport aux conseils que l'auditeur et ensuite le conseiller Chagas leur a donné. S'ils augmentaient, par exemple, leur saison d'herbage ou sortaient les animaux, la météo permettant, 1 ou 2 semaines plus tôt, quel impact ça aura sur le volet économique, mais aussi sur le volet environnemental. Et toutes nos études ont montré qu'en réduisant l'impact environnemental, ils augmentaient leur marge. Donc c'est comme ça qu'on a encouragé aussi les éleveurs dans la démarche. Après, une autre astuce, c'était que le fait qu'on ne vient pas faire une audit une deuxième fois, tout est fait en une seule audit. Donc, l'audit qualité qu'on faisait déjà, mais aussi les audits légales que le ministère de l'Agriculture était obligé de faire d'un point de vue food safety. Tout est fait au même moment et on s'est fixé un objectif même pour réduire le temps d'audit à la ferme pour ne pas gaspiller le temps de l'agriculteur. On a aussi rajouté et vous voyez au milieu, base de données Board BI, donc au lieu de poser les 180 ou 200 questions à l'éleveur et passer des heures ou des journées à la ferme, on leur demande aussi de nous signer une décharge pour nous donner accès aux bases de données que l'État tient déjà par rapport à leur ferme. Par exemple, il y a un registre en Irlande, et j'imagine en France aussi, pour toutes les naissances des veaux, etc., les étiquetages, les boucles d'oreilles, etc. Donc, en nous donnant accès, on a déjà les dates de naissance, etc., des veaux, et avec toutes ces autres informations et les autres informations qu'ils ont déjà données au ministère sous un autre format, ça nous évite de poser la question 2 fois et est un peu intelligent avec l'information et avec le temps de l'éleveur. Donc, tout ça produit à la fin un rapport que l'éleveur reçoit. Et dans le rapport, il y a aussi des conseils. Donc, ça lui donne
ça lui indique s'il a passé déjà l'audit, mais aussi sur les questions de développement durable, c'est plutôt des conseils pour progresser, pour réduire son empreinte carbone, pour augmenter son empreinte sociétale. Et sociétale, on va dire, nous, on enregistre comme des activités que vous avez évoquées ce matin, et je trouvais que dans beaucoup de choses dont vous parlez, c'est vraiment une démarche sociétale de valoriser l'impact de l'agriculteur dans son communauté ou dans sa ville ou son lieu-dit. Donc, du coup, on leur pose des questions sur est-ce qu'ils créent des emplois, est-ce qu'il y a des gens de l'extérieur employés à la ferme, est-ce qu'ils reçoivent des personnes en porte ouverte, est-ce qu'ils font des activités de découverte avec les écoles dans la région, etc. Est-ce qu'ils font des activités de sensibilisation au niveau nutrition, etc., avec les jeunes. Donc, tout ça, on récolte aussi pour aujourd'hui, pour avoir un aperçu de la valeur que cette activité apporte au niveau sociétal et qui n'est pas forcément valorisée. Donc voilà, donc à la fin, ils ont leur rapport. Désolée, je diverge très facilement. Ils ont ce rapport, mais ils ont aussi dans leur rapport, on leur donne un benchmark pour voir, parce que tout le monde aime bien se comparer par rapport à son voisin. Donc, on ne leur donne pas les résultats de son voisin, mais on leur donne un benchmark pour voir par rapport à son voisin s'il est mieux ou moins bien, etc. Ou par rapport à plusieurs voisins, pas juste la ferme d'à côté. Et aussi, par exemple, s'il est fournisseur d'une coopérative, etc., et que la coopérative nous donne le droit, il peut voir par rapport aux autres fournisseurs de la coopérative où il en est. Tout ça pour le motiver à avancer, mais la motivation, nous on a bien compris au début, doit être aussi économique qu'environnementale. Donc, après ces audits, on a deux accréditations, donc le ISO que j'ai déjà mentionné, mais on a aussi le PAS 2050, et le PAS 2050 nous est donné par le Carbon Trust, qui est un organisme anglais, mais avec qui nous avons construit notre outil de mesure d'empreinte carbone. Donc chaque éleveur reçoit une lettre similaire à cette lettre pour leur confirmer leur empreinte carbone suite à l'audit. Donc tout ça donne quoi en termes de résultats? Donc, pour l'instant, a priori, dans les prochaines semaines, notre nouvel rapport avec les statistiques 2017 vont sortir, parce qu'en fait, ça sort assez tard, vu qu'on fait les audits que tous les 18 mois. Mais j'ai déjà vu un aperçu et la tendance reste le même. Donc, l'empreinte carbone, et j'ai juste choisi le secteur laitier parce que je viens de ce monde-là, continue à baisser par kilo de matière sèche produisent. Et peut-être pour vous dire, l'objectif pour nous n'est jamais d'afficher cette empreinte carbone sur un brick de lait, etc. C'est surtout de l'utiliser comme un atout, un outil avec les éleveurs pour les aider à comprendre où ils en sont et où ils pourraient en être. Et du coup, le graphique sur la droite, notre objectif vraiment, c'est de se focaliser sur ceux qui sont au-dessous de la moyenne et les ramener à la moyenne, et que si on arrive à faire ça, on aura déjà fait beaucoup de travail. Peut-être pour vous dire aussi qu'en dehors de toutes les études qu'on avait fait au début, il y avait aussi autre chose qui nous a poussé à faire tout ça. Le COP21 est venu après le lancement de Origin Green, mais on s'attendait déjà aux engagements du COP21. Et sachant que l'Irlande était un pays agricole, c'est surtout l'agriculture qu'on pointe du doigt, on va dire, en termes d'émissions. Et du coup, on s'est dit, il y avait une vraie volonté de prendre les choses par l'avant, avant que ça soit réglementaire et imposé. Et essayer déjà, avant de faire un effort pour baisser l'empreinte, il faut déjà le mesurer, il faut déjà savoir comment on va le calculer, etc. Donc voilà, donc il y a cette motivation-là aussi, parce qu'en Irlande,
les émissions CO2, environ, plus de 30% proviennent du secteur agricole ou agriculture, qui est beaucoup plus que le moyen en Europe, parce qu'on n'a pas beaucoup d'autres secteurs. Je ne vais pas m'attarder sur celle-ci, mais c'est juste pour vous dire, OK, c'est bon, j'ai fini apparemment. Mais pour les industriels agroalimentaires dans la salle, vous pouvez en parler avec moi tout à l'heure. Mais on a aussi une stratégie qui est différente. Donc je conclus. Et peut-être pour dire que attendez, je reviens sur celui-ci. Donc on a 606 industriels agroalimentaires, donc 51 000 élevages et 606 industriels agroalimentaires dans la démarche qui sont inscrits. Ça veut dire qu'ils ont commencé le voyage, comme je dis, le trajectoire avec nous. Il y en a 319 qui sont vérifiés ou agréés, parce que ça veut dire qu'ils ont déjà écrit leur plan de développement durable, etc. Vous avez sur notre site Internet toute la liste de tous les industriels agroalimentaires qui sont dans la démarche et un peu d'infos sur ce qu'ils font. Ils nous disent que la démarche, qu'il y a du bon là-dedans et que ça leur apporte du business. Donc voilà, je vais passer vite, mais c'était le résumé. Voilà, je vous ai dit tout à l'heure, en Irlande, on a aussi des enseignes de la restauration et de grandes surfaces qui sont dans la démarche, mais je ne vais pas m'y attarder. La communication. Et après, j'ai fini. Donc, bien sûr, les éleveurs sont nos premiers porte-parole dans cette démarche. Je ne vais pas diffuser aujourd'hui parce qu'on ne les a pas sous-titrés, nos éleveurs, mais avec l'accent irlandais, il faudrait. Mais si vous allez sur YouTube, on a une chaîne YouTube Origin Green avec plein de témoignages des éleveurs qui sont dans la démarche. Mais le dernier point que je voulais faire sur la communication, c'est que on a aligné ce qu'on fait par rapport aux engagements du COP21 et les 17 engagements. Et en fait, tous les engagements de nos éleveurs et nos producteurs sont alignés avec 15 des 17 engagements du UN Global Compact. Donc, c'est juste un conseil pour vous dire aussi que quand on parle de développement durable et de communication sur le développement durable, il faut essayer de se greffer sur ce qui existe déjà et que nous, on a trouvé en parlant avec les clients d'Irlande sur le développement durable que beaucoup de nos clients, surtout les grandes enseignes, mais aussi les clients B2B, nous citent le UN Global Compact et font le lien et le rapprochement par rapport à ce qu'eux, ils attendent et ces engagements globaux, on va dire. Et du coup, c'est pour ça qu'on s'est aligné dessus au lieu de faire quelque chose juste de notre côté.